Bonjour, madame, monsieur. Un cas de coronavirus détecté au Cameroun. C'était un Français en provenance de Paris dans un vol Air France, arrivé sur le territoire camerounais le 24 de ce mois. Eh bien, une fois alertés, les autorités ont pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre en quarantaine le concerné. Et le ministre de la Communication, avec bien sûr le ministre de la Santé et le ministre de l'Élevage, ont donné une conférence de presse pour rassurer les populations, question de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter cette propagation du virus. La psychose s'en est emparée finalement des populations. Comment faire? Que doit-on faire pour se prémunir contre ce virus? On en parle dans ce programme. Également, on parlera de Alassane Dramane Ouattara qui a décidé de ne plus remplir pour un troisième mandat. Le président ivoirien, on se rappelle, après quelques tractations, on pensait qu'il allait se représenter, que non. Alassane Dramane Ouattara a décidé qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Ouattara s'adresse-t-il aux Camerounais ou à d'autres peuples? On essaiera également de décrypter au cours de ce programme. On en parle avec la pagaille, la mascarade également tout au long de cette semaine à l'élection des super maires. On a vu un peu partout dans les différentes villes concernées. D'aucuns estiment qu'on a déshabillé Pierre pour habiller Paul, conformément à l'ancienne législation en vigueur qui voudrait que les délégués du gouvernement soient nommés par le président de la République. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il s'agit d'une élection. D'aucuns pensent qu'il s'agit ni plus ni moins d'une mascarade. On en parle tout au long de ce programme, madame, monsieur. Bienvenue à toutes et à tous. L'émission, c'est Canal Presse. Tout de suite et maintenant, on découvre les panélistes qui nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau. Ils sont trois, ils arrivent au compte-gouttes. Ce sont des hommes politiques, des universitaires. On commence par Abdoulaye Ado. Abdoulaye Ado, cadre de l'ANDP. Abdoulaye, bonjour, bienvenue. Bonjour M. Bouba, bonjour aux copanélistes et je salue tous ceux qui nous font l'honneur de nous suivre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lui, c'est le professeur Aboya Manassé, c'est un politologue. Professeur Aboya Manassé, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour aux copanélistes. Bien entendu, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International qui nous regardent à ce moment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lui, il est du SDF, c'est le secrétaire général du SDF, monsieur le secrétaire général Jean Tchomeleu, je pense que je prononce bien. Jean Tchomeleu. Tchomeleu, voilà. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Et bonjour à tous les copanélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. C'est un plaisir pour moi et pour le SDF d'être de la partie. Merci d'avoir accepté notre invitation. On signale que avec la fête internationale de la femme, quelque peu, la circulation est perturbée. On peut comprendre le pourquoi de l'arrivée, on va dire peut-être tardive, de nos invités sur ce plateau. La route étant un peu bloquée, on espère que d'ici à là, les autres invités conviés à ce débat vont nous rejoindre. On en parle tout de suite maintenant avec justement cette journée internationale de la femme. Abdoulaye Ado, pour vous, cette journée internationale de la femme, elle représente quoi? Elle représente en principe le combat des femmes depuis beaucoup d'années pour qu'elles puissent gagner en termes de droits, le droit de vote, un certain nombre de droits. Mais vous savez que le Cameroun a ceci de particulier. On a l'habitude parfois de travestir un certain nombre de choses. Au Cameroun, malheureusement, c'est vrai que c'est une semaine de la femme, ce qui est peut-être une avancée, au lieu que ce ne soit la journée internationale comme dans d'autres pays. Mais dans une semaine, est-ce que les femmes vont à l'essentiel? Est-ce qu'elles ont évalué un certain nombre de choses? Est-ce que notre pays lui-même, parce que 25 ans après le sommet de Beijing, où on nous demandait d'atteindre la parité, est-ce qu'il y a eu des réflexions dans ce sens-là? Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, mais je crois qu'au Cameroun, au lieu de la journée internationale, on a créé une semaine, mais la journée même de réflexion est devenue une fête. Et c'est la fête de quoi? La fête de pain
un bout de tissu. Parce qu'il y a des femmes qui, si elles n'ont pas ce bout de tissu-là, la semaine ne vaut rien. Donc, tant que le bout de tissu n'est pas là, et que c'est le mari qui doit acheter, même si elles ont plus de revenus que leur mari, c'est ça le drame au niveau du Cameroun. Donc, elles vont fêter. J'ose espérer qu'elles ne vont pas faire comme souvent, parce qu'il y a beaucoup de cabas, parce que demain, c'est quand même un jour ouvrable, qu'elles n'oublient pas qu'elles vont repartir au travail. Donc, qu'elles ne fêtent pas trop, elles ont réfléchi, qu'elles réfléchissent, qu'elles méditent et qu'elles voient véritablement si leur condition a avancé. Professeur Aboya, journée festive ou journée de réflexion pour ces femmes camerounaises? C'est davantage une journée commémorative de lutte pour l'égalité des femmes, lutte contre les inégalités faites aux femmes. Et je pense que c'est une journée qui a tout un symbole en termes de contenu qui devait meubler cette journée, également en termes d'activités qui ont été menées ici et là pour que cette commémoration puisse apporter quelque chose en termes de bilan dans les avancées observées, notamment dans un contexte camerounais, parce qu'il s'agit de la fête au Cameroun, mais également de ce qui reste à faire. Et je pense que quand on suit les activités menées par les différentes femmes au sein des institutions, au sein notamment du MINPROF, on se rend compte effectivement qu'il y a des choses qu'on peut mettre sur la balance pour meubler la réflexion, qu'il y a des avancées, mais il y a également des attentes. Et les femmes sont en droite ligne d'attendre ces attentes-là de manière à ce que le statut des femmes puisse au fil des années s'améliorer pour atteindre l'égalité tant souhaitée par les Camerounais, mais également que les hommes aussi accompagnent les femmes dans cette commémoration, si tant est que les hommes sont souvent soupçonnés d'être ceux-là qui constituent des freins à ces avancées-là. Donc, on ne peut pas tenir un discours sexiste pendant cette journée. Au contraire, on doit être des actionnaires moraux de cette commémoration pour qu'elle puisse avoir une signification et un contenu conséquent dans les jours qui viennent en termes d'amélioration. Est-ce que, politiquement parlant, vous avez le sentiment que les femmes sont suffisamment intégrées un peu partout pour qu'on puisse valoriser la jeune féminine? Merci beaucoup. Au niveau de notre pays, je crois que pas encore, parce que nous ne trouvons pas encore des femmes premiers ministres, des femmes à un niveau très élevé de l'administration. Cela, ça pose problème. Vous savez que ce problème, cette commémoration, c'est une victoire de l'Internationale socialiste dont nous sommes membres, parce que c'est dans les années antérieures que les femmes, au sein de cette organisation, ont demandé qu'il y ait parité entre les hommes et les femmes et ont demandé l'instauration de cette journée et qui a été acceptée par les Nations Unies et qu'aujourd'hui, cela est célébré sur l'ensemble dans le monde entier. Cette commémoration, cette année, pour moi, pose un problème parce que depuis ce matin, j'ai les larmes aux yeux, compte tenu de deux gendarmettes qui, en fonction dans la brigade de Galim, qui viennent de perdre leur vie aujourd'hui parce que des bandes armées sont entrées là-bas hier et ont également assassiné ces femmes qui n'étaient là que pour faire leur travail. Je crois que c'est regrettable. Et ça pose vraiment un véritable problème de la sécurité, de la paix dans notre pays. Et nous pensons qu'il est temps vraiment que nous arrêtons vraiment cette sale guerre. Et parce que ce n'est plus la guerre dans la zone anglophone, parce que maintenant, quand ça attaque déjà au niveau de l'Ouest et que nos femmes, qui aujourd'hui devaient être avec les autres dans la fête et sont maintenant à la morgue, je crois que ça pose vraiment un problème et que nous devons vraiment méditer à cela. On parle d'autres sujets tristes qui concernent aussi le décès d'un leader politique. Le docteur Damou Dame Joya s'en est allé à l'ANDP. Comment est-ce que vous avez
accueilli cette disparition? Oui, M. Bouba, chez nous au niveau de l'ANDP, on a compati parce que M. Ndamjoya, au-delà de tout, est une très grande personnalité camerounaise. Il a été ministre, il a été enseignant, il a géré les mairies, il a géré un certain nombre de choses. Et depuis le retour au multipartisme, il est au front jusqu'à ce qu'il perde la vie hier. Donc, en termes de capacité personnelle, en termes d'apport pour le pays, c'est une très grande personnalité et que, à notre niveau, nous présentons nos condoléances à sa famille. Au-delà de ça, M. Bouba, vous devrez quand même savoir que, également, quand il était ministre de l'Éducation nationale, nous, on n'a peut-être pas fait le BEPC de Ndamjoya, mais on était quand même au lycée. Et on avait l'impression que quand on passait le BEPC de Ndamjoya, c'était une distinction spécifique. Les gens tapaient leur poitrine en disant que j'ai eu le BEPC de M. Ndamjoya. Donc, quoi qu'on dise, M. Ndamjoya a impacté le Cameroun dans les multiples fonctions qu'il a eu à avoir au niveau de notre pays. Donc, je crois même qu'au niveau de l'opposition, c'est quelqu'un qui est resté constant et il a pratiquement privatisé le NUN en termes d'élections locales et législatives. Vous avez vu que depuis 1992, il a confisqué politiquement le NUN malgré le combat que le RDPC mène pour pouvoir récupérer. Ils n'ont pas pu. Ça s'est confirmé également avec les élections du 9. Donc, bref, le Cameroun a perdu une haute personnalité. Donc, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Alors, professeur Aboya Manasseh, que retenez-vous de cet illustre personnage qui s'en est allé? C'est un homme multidimensionnel. C'est un diplomate, c'est un homme politique, c'est un élu local, c'est un leader de parti, c'est un leader d'opinion dans les chantiers qu'il a eu à faire avancer, en l'occurrence le dialogue interreligieux, parce qu'il était à la tête d'une organisation œcuménique de promotion du dialogue interreligieux. Et c'est quelqu'un qui dirigeait également un syndicat de communes, une organisation syndicale des communes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait une capacité de leadership exceptionnelle qui lui valait toutes ces multiples casquettes. Bien entendu, c'est l'heure de lui rendre tout simplement un dernier hommage, c'est-à-dire qu'en s'inclinant sur sa dépouille qui a dû être inhumée cette nuit à Fumban. Et je pense que c'est le moment de taire tout ce qu'il y a pu avoir comme incompréhension avec les concernés et tout simplement lui rendre un hommage mérité parce que c'est un homme politique qui a marqué son temps de la plus belle des manières parce que être constant sur la scène politique locale, voire même nationale, parce qu'il a toujours été candidat à la présidentielle, c'est quand même une performance et avoir des élus de manière constante, en l'occurrence, sans soit sensiblement baisser, mais davantage en augmentant, parce que à la dernière consultation, aux dernières législatives, il a dû avoir un élu du côté de Douala. Si mes souvenirs sont bons, je pense que Sambaka est passé. Voilà. S'il est passé, vous voyez que c'est quelqu'un qui a eu l'avantage d'avoir autour de lui, de fédérer autour de lui des fidèles. Parce que la plupart des militants de l'UDC que je connais, ils n'ont jamais démissionné. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu un vagabondage politique venant des militants de l'UDC comme on connaît pour d'autres partis. Et ça veut dire qu'il savait tenir ses troupes. Et ses troupes lui savaient rester fidèles jusqu'à son départ. Vous voyez comment est-ce que ces fidèles s'occupent de tout. Koupit est au four et au moulin. Sambaka a fait le déplacement avec une forte délégation de Douala. Je pense que c'est un exemple de discipline au sein de ce parti qu'il faut
qu'il faut admirer, qu'il faut féliciter, en lui rendant justement un dernier hommage pour d'avoir marqué son temps. Alors, est-ce que cela ne pose pas, quand on sait que le président Adamou Dame-Djoya a tenu de main de maître les rênes de l'UDC, maintenant il est parti, est-ce que la problématique de la succession à la tête de ce parti, avec sa disparition, ne pourrait pas entraîner quelques remous au sein du parti? Le plus facile pour l'UDC, et je crois que ça sera fait, j'ai eu des échanges avec quelques membres du bureau politique de l'UDC. Je pense que la direction du parti restera du côté du NUN, parce que c'est difficile de délocaliser la direction du parti loin de son fief politique. Et je pense qu'il n'y a pas de grand secret, il n'y a pas de grand mystère. Les uns et les autres ont indiqué que la direction devait suivre sa succession à la mairie de Foumban. Donc, vous voyez, je dessine le canevas. Il n'y a pas besoin de mettre un nom dessus. Donc, vous comprenez que c'est un parti organisé, c'est un parti qui repose sur des principes et qui repose sur des personnalités. Et vous voyez que la mairie de Foumban, on ne la dirige pas comme ça au hasard. Si on n'est pas accepté à l'unanimité par les populations du NUN, qui sont pas seulement des populations qui militent, mais qui sont passionnées de leur leader, qui sont même considérés comme des fanatiques, sans que le terme soit un terme d'insulte, mais davantage pour parler d'une intransigeance. Ils ne veulent rien entendre d'autre que l'UDC. Et vous voyez pourquoi il y a eu des cas, des incidents malheureux lors des dernières consultations électorales, parce que justement, les gens n'entendent pas alterner. Je crois quand même qu'il y a des épisodes exceptionnels. Même le sultan de Bamoun n'a pas pu renverser la vapeur quand il était candidat. Même l'ancien délégué général à la sûreté, cumulant même les fonctions de DGRE, il n'a pas pu. Donc ça veut dire que la tâche est extrêmement difficile. Il a marqué le local de son empreinte et il contrôlait justement cette circonscription électorale. Vous retenez quoi de l'illustre disparu? Oui, d'abord, au nom du chairman Nidjon Fundi, nous présentons d'abord nos condoléances à la famille nucléaire du docteur Adamou Dame-Djoya, ainsi qu'aux militants et sympathisants de l'UDC. Ça fait aujourd'hui 30 ans que nous cheminons un pas ensemble dans le cadre de l'opposition. Et je sais personnellement le combat qu'a mené le docteur Adamou Dame-Djoya par rapport à l'avènement d'un État démocratique dans notre pays. Que ce soit à partir de l'ONEL 1, l'ONEL 2, l'ONEL 3, nous avons cheminé ensemble. Et quand je regarde les marches que nous avons pu organiser au niveau de Yaoundé, au niveau de Douala, pour réclamer l'instauration d'une élection transparente, de la modification du code électoral et autres, nous l'avons fait ensemble. Et cette victoire n'est pas seulement acquise pour le SDF, c'est pour toute l'opposition, y compris le docteur Adamou Dame-Djoya, que nous avons travaillé ensemble par rapport à tout cela. Parce que les gens pensent aujourd'hui que la politique a commencé dans les quelques jours avec l'élection présidentielle qui vient de passer, avec l'élection du 9 février. Je crois que non, nous avons cheminé, on a fait beaucoup de choses, il y a eu des avancées. Mais nous regrettons une chose, parce que nous savons très bien, avec l'organisation de la tripartite qui a eu lieu, ce que le docteur Adamou Dame-Djoya a fait par rapport à la Constitution de 1996. Donc, je crois qu'il décède aujourd'hui avec un regret, parce que cette Constitution n'est pas allée jusqu'au bout, parce qu'il y a plusieurs articles qui ne sont pas appliqués. Et le verrou qu'eux, ils ont réussi à mettre dans cette constitution avec la limitation du mandat présidentiel qui a été levé en 2008, je crois que c'est des choses qui n'ont pas marqué le docteur Adamou Dame-Djoya. Et ils ont pensé également à une décentralisation, selon eux, à une décentralisation poussée qui n'est pas l'option politique de mon parti, que vous le savez très bien, parce que nous sommes pour le fédéralisme. Mais le docteur Adamou Dame-Djoya part aujourd'hui sans la mise en place des régions
Il part également aujourd'hui sans que l'article 66, en ce qui concerne la déclaration des biens, soit vraiment exécutoire dans notre pays. Donc nous pensons que le docteur Adamou Damjoya, c'est une bibliothèque qui a pris feu. Et au niveau de l'opposition, vraiment, je crois que c'est une perte pour nous, parce que le docteur Adamou Damjoya, c'était un homme épris de paix, comme venait de le dire mon compatriote Procès Aboya. Et avec le dialogue entre religieux, nous savons ce que lui il a à faire, et c'était un homme d'éthique, et comme vient de le dire mon frère de l'ANDP, le BPC de Damjoya, ce n'était pas ce que nous vivons aujourd'hui. Et l'école, à ce temps, il y avait le moral, les gens respectaient vraiment l'enseignant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, nous voyons le désordre qui s'installe un peu de partout maintenant. Voilà ce que nous gardons d'un personnage comme le docteur Adamou Damjoya. On termine avec l'actualité en perspective. Mardi prochain, ce sera une session de plein droit à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui va accueillir ses nouveaux locataires. Professeur Aboya, Manassé, pour vous, elle s'annonce comment, cette session de plein droit, avec l'entrée des nouvelles forces d'opposition telles que le PCRN et les autres partis qui vont aller à l'Assemblée nationale pour la première fois? Vous savez que c'est un classique au niveau de l'Assemblée nationale à l'occasion de la session de plein droit, qui est également une session de validation des mandats des nouveaux élus. Et donc c'est un rituel que tout le monde attend, qui va être des retrouvailles pour les habitués de l'hémicycle, et puis le baptême de feu pour les nouveaux qui arrivent. Mais également, les yeux sont rivés vers la constitution du bureau, avec un pourcentage confortable, comme celui qu'il y a là. L'Assemblée peut valablement constituer un bureau en attendant l'arrivée des 13 prochains autres députés. Donc rien ne va entraver le déroulement du processus comme d'habitude, à cause de ces députés manquants, mais davantage, ce sera le ballet traditionnel des investitures qui se prolonge là, comme cela a été pour les municipales, qui sera investi président de l'Assemblée, qui sera investi vice-président, et ainsi de suite. Donc, je crois que les yeux vont être rivés vers l'hémicycle pour voir les transformations, voir le statu quo qui va être observé là-bas. De toutes les façons, ça va être important d'observer comment est-ce que les mutations pourraient s'opérer à l'intérieur de l'hémicycle, sans bien entendu attendre les 13 autres députés manquants qui pourraient être soit du SDF, soit du RDPC. Mais déjà, ce qui est acquis, c'est que ça sera difficile pour qu'il y ait plus de 2 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, compte tenu des scores effectués par les uns et les autres, qui sont des scores écartelés, qui ne permettent pas à beaucoup de partis d'avoir un groupe parlementaire, avec ce que cela comporte comme avantage en termes de traitement des partis politiques. Donc je crois que c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant à observer. Alors, du côté du SDF, on sait que le SDF, qui avait par le passé un groupe parlementaire, tout est bien parti pour que le SDF ne puisse pas avoir son groupe parlementaire. Quel est selon vous l'enjeu de cette session de plein droit qui démarre mardi prochain? Merci beaucoup. Je crois que c'est un mot me manque par rapport à pour qualifier vraiment ce qui vient de se passer dans notre pays. Et comme vient de le dire le professeur Aboya, il est juriste, parce que quand tout à l'heure il parle de la validation, je crois que le Conseil constitutionnel est l'organe suprême, donc on ne devait même plus parler de validation mardi, parce qu'on ne peut plus invalider un parlementaire, parce que le Conseil constitutionnel a déjà proclamé les résultats. On ne peut plus revenir là-dessus. Donc c'est un problème de droit. Moi, je ne suis pas juriste et je crois que prochainement, vous devez essayer un peu de voir de ce côté. La session qui s'annonce demain pour nous, je crois que c'est
C'est regrettable ce que nous avons vu dans notre pays depuis un certain nombre, 2-3 ans, parce que l'élection aujourd'hui, nous mettons un point d'interrogation, parce que ce qui se passe sur le terrain, vous n'êtes pas sans ignorer la façon selon laquelle on a pu organiser les dernières échéances dans notre pays, et avec des fraudes, des bourrages et des urnes qui ont été décriés presque partout, y compris dans ma circonscription. Vous n'êtes pas sans ignorer que je suis en garde à vue, qu'on m'a arrêté, on m'a mis en cellule toujours par rapport à ces élections, parce que les militants du RDPC, au lieu de gagner dans la transparence les élections, préfèrent porter les bulletins, venir bourrer les urnes, et après ils nous diront qu'ils ont gagné. Je crois que c'est tout un problème. Et je crois que nous devons nous questionner vraiment par rapport aux élections dans notre pays. Alors, le SDF, ça vaut déjà vaincu. Il n'y a plus d'autres possibilités pour le SDF, parce que quand on sait que le 22 mars prochain, il y aura élection partielle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, est-ce que le SDF compte encore engager quelques places sur les 13? Vous savez que ça ne dépend pas de nous depuis l'élection présidentielle jusqu'à aujourd'hui. Ce qui se passe, parce que les 13 circonscriptions, il faut avouer que c'est dans la zone... C'est 11 circonscriptions pour 13 places. 11 circonscriptions pour 13 places, à savoir 10 dans le nord-ouest et une circonscription dans le sud-ouest, la circonscription de l'Ébiélé. Vous savez que depuis l'élection présidentielle, le taux de participation dans cette zone, qui est notre chef électoral, vous savez que le groupe parlementaire du SDF est toujours constitué avec la majorité des parlementaires issus de la région du Nord-Ouest et qui aujourd'hui est en crise. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'escalade qui est arrivée aujourd'hui à l'Ouest. Cela veut dire que le 22, j'espère qu'il y aura la paix et que les élections vont se tenir normalement et que les populations vont aller voter. Parce qu'on a annulé les élections, parce que les populations n'ont pas pu voter. Au lieu des bureaux de vote, on a créé des centres de vote. À 30-40 km distants des domiciles des électeurs, ils ne pouvaient pas effectuer le déplacement. Maintenant qu'on veut remettre les bureaux de vote à leur emplacement, la sécurité, c'est ça notre préoccupation, la sécurité de ceux qui auront voté avant, pendant et après. Parce qu'aujourd'hui, après l'élection, vous n'êtes pas sans ignorer que plusieurs domiciles, le maire de Bengui Oudoula, son domicile est incendié parce qu'il est allé voter. Plusieurs électeurs qui ont tenté d'aller exprimer librement leur choix sont aujourd'hui poursuivis par ces bandes armées que nous décrions et qu'aujourd'hui nous ne savons pas si demain le 22, si c'est encore la même situation. Il faudrait vraiment que l'État, qui est garant de la sécurité des personnes et des biens, qui puisse vraiment faire quelque chose pour que les élections se tiennent normalement. Pour vous, sur le terrain, est-ce que de manière pratique, ce serait possible de tenir les élections d'ici le 22 sans qu'il n'y ait pas de représailles vis-à-vis de ces populations qui vivent la peur dans le ventre? Je crois que cette question méritait d'être posée au gouvernement qui est censé vraiment protéger les Camerounais, les citoyens, les nobles citoyens camerounais, parce que jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, la situation se dégrade au jour le jour dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous allons à une élection locale et à une élection où les électeurs doivent aller exprimer librement leur choix. Donc il faudrait que l'État prenne en charge la sécurité de ses électeurs, prenne en charge la sécurité des candidats et autres pour que les élections se tiennent normalement dans ces zones. Abdoulaye Ado, session de plein droit mardi prochain. On doit s'attendre à quoi selon vous? Bon, d'abord il faudrait, pour aller dans le sens de ce que le professeur a dit, dire que nonobstant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, les députés doivent faire valider leur mandat au niveau de l'Assemblée nationale. C'est également une prévision de notre réglementation. Donc, ça sera cette session-là. Et on va donc élire également le bureau à cette occasion-là. Aussi, il faut dire, il y a 6 partis politiques qui vont faire les élections partielles. Et le SDF a la chance, parce qu'ils ont déjà 5 députés, de pouvoir
peut-être, s'il gagne 10, constituer un groupe parlementaire. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, parce que les autres partis ne vont pas laisser. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, je crois que cette fois-ci, il sera plus facile d'organiser les élections sécurisées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourquoi? Parce que, M. Bouba, le 9, il fallait assurer la sécurité sur l'étendue du territoire camerounais. Mais le 22 mars, c'est sur l'étendue du territoire du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, il y a plus de disponibilité des forces de l'ordre et de sécurité pour pouvoir assurer une élection transparente et sécurisée. Donc, moi, je crois que plus, cette fois-ci, on va avoir cette occasion-là. Maintenant, il faut dire qu'il y a eu un taux de renouvellement un peu élevé quand même, pratiquement par rapport à ce que j'ai appris, ça frôle les 50% par rapport aux nouveaux visages qui sont arrivés. Et il y a également beaucoup de jeunes. Il y a même des députés qui ont 28 ans. Ça veut dire que chez nous, quand même, c'est un peu rare de voir cela. Parce que pendant longtemps, la majorité, qui est une majorité gênante, parce qu'aujourd'hui, le RDPC est encombré par sa majorité. Ils ne savent quoi en faire, tellement ils ont été gloutons politiquement qu'ils ont tout raflé. Ils veulent encore tout prendre. Ils ont tout raflé. Ils sont encore en course pour les 13 places. Ils sont encore en course pour les 13. On ne sait pas ce qu'ils auront. Mais c'est clair qu'il y a quand même, et j'espère, parce que quand on suit le président de la République, qui est aussi président du RDPC, il a indiqué quand même qu'il faut qu'il y ait un peu de changement. Donc, ce que nous espérons, il y a beaucoup de jeunes engagés politiques que je connais qui sont devenus des élus, que ce soit en mairie, que ce soit également aux législatives. Vous-même, vous avez reçu plusieurs sur vos plateaux qui sont devenus des députés ou des maires. Moi, je crois que c'est un aspect encourageant, que ce soit dans le RDPC ou dans les autres partis. Donc, il y a quand même ce constat-là. Mais je veux dire qu'on attend la validation, on attend les dirigeants, parce que vous savez qu'il y a quand même un enjeu. Chaque année, le professeur a parlé, je sais que quand il le dit, il est profond, il a parlé d'investiture. Ça veut dire que le parti qui a cette majorité encombrante va une fois de plus étouffer la démocratie en son sein. Donc on va désigner celui qui peut être le président de l'Assemblée nationale, une fois de plus. Or, chaque fois on a vu, même au niveau de l'élection des maires des villes ou de l'élection des maires d'arrondissement, des velléités et des volontés d'autres personnes de pouvoir postuler. Mais, sûrement, ils risquent encore subir l'encadrement rigide du parti qui a la majorité, qui va donc désigner, même s'il faut dire que dans un parti politique, la discipline est l'outil principal de régulation. J'appelle ça au RDPC la discipline du parti et on ne blague pas avec cela de ce côté-là. On va prendre le reste de l'actualité avec cette revue de presse feuilletée pour vous et par nous avec Bran Kamga. Bonjour, les maires de ville sont connus après des phases palpitantes d'élection. La nouvelle expression fait un focus sur le scrutin dans la métropole économique Douala, où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a fini par dicter sa loi. Après 2 jours de tractation, c'est Robin Bassandine, candidat du comité central du RDPC, qui a obtenu la majorité des suffrages. Le jour va du particulier au général pour évoquer la guerre des gangs pendant les élections des maires. L'éditorial du directeur de la publication, Aman Mana, questionne le mode de désignation des élus locaux, notamment au sein du parti au pouvoir, où le sommet impose ses hommes à la base.
Mutation va dans la même lancée pour constater qu'aucune femme n'a été élue maire dans les 14 grandes villes du Cameroun. Il en est de même dans plusieurs communes d'arrondissement, notamment dans le Mfundi, où l'on compte 7 maires sur 7 au masculin. D'où la grande une, recul au féminin pluriel, alors qu'on célèbre la Journée internationale de la femme. Pour mettre fin à cette discrimination de genre et bannir la corruption et les fraudes électorales, le président de l'Union pour la fraternité et le progrès, Olivier Billet, préconise le démantèlement du système du parti État. Le soir publie dans ses colonnes la pensée de l'enseignant des sciences de l'information et de la communication, pour qui le vol des voix, l'aumôniage et le népotisme vont perdurer tant que demeure le système en place. Lequel système doit reprendre les élections législatives dans 11 circonscriptions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà qui devient un nouveau casse-tête pour l'armée camerounaise d'après intégration. Entre bourrage des unes et traque des sécessionnistes qui prônent le boycott, la tâche s'annonce très ardue pour la Grande Muette, laquelle armée est de plus en plus pointée du doigt pour violation des droits de l'homme. Après Human Rights Watch, c'est au tour de l'ONG International Crisis Group, indique le quotidien Émergence, de charger les forces de défense et de sécurité camerounaises. Elles sont accusées d'avoir ôté la vie aux civils lors du drame de Ngabou. La Russie peut-elle sauver le régime de Yaoundé dans la crise anglophone, s'interroge le Messager. En effet, les officiels russes, dans l'ambition de rattraper leur retard au Cameroun, se fendent de déclarations qui confortent Paul Biya, dont les initiatives prises pour régler les conflits au Nozo sont encouragées par le Kremlin. Les fils et filles du Lébialem dans le sud-ouest plaident eux aussi pour un retour définitif à la paix. Ils sont venus nombreux à Yaoundé le week-end dernier pour prôner la paix, le vivre ensemble et le multiculturalisme. Le quotidien rend compte de cette mouvance pendant laquelle l'unité nationale a été célébrée. On garde également le contact entre la France et le Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, a reçu en audience l'ambassadeur de France accrédité à Yaoundé, Christophe Guilou. Cameroun Tribune fait savoir que les deux personnalités ont parlé entre autres de la situation sociopolitique qui prévaut au pays et du sommet France-Afrique annoncé à Bordeaux en juin prochain. Avant d'y arriver, il faut combattre le coronavirus, dont 2 cas déclarés sont pris en charge à Yaoundé. Le Cameroun fait donc désormais partie des pays touchés par la maladie et avant confirmation, comme pour s'étonner, le professeur Pierre-Marie Girard, interviewé par les journalistes de Notre Santé, déclarait, je cite, « La faible propagation du coronavirus en Afrique est un mystère, on ne comprend pas. » Fin de citation. Malheureusement, le virus se propage davantage. Bon dimanche, bonne fête à toutes les femmes et à dimanche. Merci à Brand Kamga. Dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, on démarre avec ce cas de coronavirus détecté au Cameroun. On parle d'un expatrié français de nationalité de 58 ans qui est arrivé le 24 dans nos murs. Le ministre de la Communication, ministre de la Santé, ministre de Pêche et des Industries, le ministre également, 3 ministres étaient en conférence de presse pour essayer de rassurer les différentes populations sur la psychose qui plane déjà dans les esprits. Je vous propose de suivre cette conférence de presse avec notre camarade Karel Mezatia. À date, il y a 202 188 cas confirmés de personnes atteintes du Covid-19 dans le monde et 3 391 décès. Environ 88 pays touchés, y compris le Cameroun, dont les 2 derniers cas sont une fois encore confirmés par le ministre de la Communication ce 7 mars à Yaoundé. Face à la presse, René Emmanuel Sadi appelle au professionnalisme des médias nationaux et internationaux pour mettre à la disposition des populations toutes les informations liées aux mesures mises sur pied par le gouvernement afin de circonscrire l'épidémie qui crée déjà la psychose. Pour sa part, le ministère de la Communication, en liaison avec le ministère de la Santé publique, déploie à compter de ce jour
un plan de communication gouvernementale sur le Covid-19. Le dit plan de communication interpelle tous les médias nationaux, tous supports confondus, écrits, audiovisuels et cybernétiques, en vue d'une vaste campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation. Le gouvernement rassure les populations quant à la batterie de mesures mises en place depuis le mois de janvier pour renforcer la surveillance épidémiologique aux différents points d'entrée et de sortie du pays. Sur le plan du diagnostic, le Centre Pasteur du Cameroun a renforcé ses capacités de diagnostic biologique du laboratoire et a reçu environ 150 000 tests ont suivi, et donc on est dans les 1150 tests reçus. La liste est loin d'être exhaustive. Le mode de transmission, selon des experts, s'effectue de l'homme à l'homme, mais aussi de l'animal à l'homme. Le pangolin sera à l'origine du coronavirus. Sur ce point, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales revient sur le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières portuaires, aéroportuaires et terrestres et aux différents postes de contrôle sanitaire vétérinaire. Les recherches sur la connaissance de l'épidémiologie du virus sont en cours. Toute chose qui devra stopper la panique qui gagne de plus en plus les populations. Voilà, merci à Karel Mezacha. Je précise que le centre des opérations des urgences de santé est passé au mode alerte en mode activité. Le gouvernement en appelle au respect scrupuleux d'ailleurs, en rappelant justement par exemple la communauté nationale des diverses recommandations de base relatives à la sécurité sanitaire, à l'hygiène de vie, se laver par exemple les mains avec de l'eau propre et du savon, et de signaler surtout au numéro vert qui doit être connu de tous, à savoir le 1510. Alors, comment est-ce que vous, Abdoulaye Ado, vous avez accueilli cette nouvelle de coronavirus arrivée au Cameroun? Non, en tant que Camerounais, il faut se dire quand même que j'ai été vraiment ému dans le sens de ce que je pensais que c'était très loin et que c'était en Chine, mais finalement ça a pris tous les continents et également, mais malheureusement aussi, les pays africains. Je crois que le gouvernement de la République a indiqué ce qu'il y a lieu de faire. Donc pour l'instant, il faudrait que tout le monde suive ces indications du gouvernement qui, heureusement, avant que cela n'arrive ou ne se signale sur le territoire camerounais, avait quand même pris un certain nombre de dispositions pour permettre à notre dispositif de riposte de pouvoir être à la hauteur. Et pour l'instant, les officiels nous disent qu'il n'y a pas à paniquer. Ça, c'est clair. Donc, nous espérons que le traçage qu'ils sont en train de faire par rapport aux 2 cas signalés, ça va permettre de retrouver tout ce monde-là, du moins pour ceux qui sont sur le sol camerounais, et également, éventuellement, de savoir ceux qui étaient dans cet avion et qui ont peut-être continué aussi de pouvoir, à travers la diplomatie, alerter leur pays d'accueil ou leur pays d'origine pour qu'on puisse, à travers une riposte globale, être capable d'endiguer cela. Parce qu'il faut couper la chaîne de transmission en isolant pour pouvoir neutraliser ce virus-là. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, tous ces conseils et des spécialistes et des officiels, il faudrait les observer. Signaler à temps les cas suspects. Et également se laver les mains, vous l'avez indiqué, soit avec l'eau et du savon, ou bien avec des solutions alcooliques. Un certain nombre de précautions doivent être prises. Donc moi, je crois quand même qu'il faudrait les observer de manière scrupuleuse. Maintenant, sûrement, le Cameroun qui accueille
le Tchad. On en viendra certainement tout à l'heure. Je voulais d'abord relancer le professeur Aboya Manassé sur le traçage depuis l'arrivée du concerné de nationalité française, arrivé depuis le 24 sur le territoire camerounais. Il a été en contact avec plusieurs personnes. Il serait, selon toute vraisemblance, allé du côté de Mbangassina, assister à un deuil. Est-ce qu'il y a lieu de paniquer quand on voit que aller à un deuil, on peut rencontrer une centaine de personnes? Est-ce qu'on peut également espérer que ces personnes qui, plus ou moins, auraient été en contact direct avec ce cas détecté, on signale d'ailleurs sa compagne, elle également, qui a été mise en quarantaine? Je crois que le traçage est très important. Et au-delà du traçage, les mesures d'hygiène qui doivent être observées en les amplifiant dans un environnement où les gens ne sont pas toujours prévenants en matière d'hygiène. Il faut également prendre en compte le fait que ce malade confirmé venait de Centrafrique. Et nous sommes là dans la sous-région. Parce qu'il peut être... Il est parti de la France. Il a fait un transit par la République centrafricaine. Est-ce qu'il est descendu là-bas? Est-ce qu'il a eu des contacts avec des gens là-bas? Ça peut être aussi... Peut-être que c'était juste un transit aéroportière et une fois pour revenir sur... C'est là qu'il faut faire un traçage, il faut savoir quelles étaient ses activités à Bangui. Parce que si un pays comme Bangui venait aussi à être contaminé, compte tenu de la circulation des biens et des personnes dans la sous-région, ça peut être aussi des aspects à prévenir. Moi, je pense qu'au-delà de toutes ces mesures, certains pays comme ceux du Moyen-Orient ont pris des mesures drastiques de fermeture des frontières pour circonscrire justement leur territoire de souveraineté et avoir la possibilité d'encadrer, de ne pas être exposé à toutes ces migrations dues au tourisme, dues aux échanges commerciaux qui permettent avec le mouvement des personnes. Et quand on voit la manière avec laquelle ce virus se transmet en Iran, en Italie, un peu partout, c'est lié au mouvement de personnes et justement à la forte immigration ou alors au fort mouvement d'une communauté qui va partout dans le monde pour faire des affaires, pour faire le commerce. Donc, nous devons espérer que les progrès scientifiques qui sont en train d'être accélérés pour pouvoir trouver quelque chose de palliatif, vraiment à court terme, puissent permettre aux pays africains d'espérer contrer ce fléau-là, parce que le désastre peut être plus important encore en Afrique, dans un environnement où il n'y a pas de moyens, où les États n'ont pas de moyens conséquents pour faire face à des grandes pandémies. Donc, nous devons être rassurés par les autorités, mais pour l'instant, nous contenter des mesures élémentaires d'hygiène qui ne doivent pas seulement se limiter à laver les mains avec du savon, mais également tous ces bisous-là qui sont déployés à la camerounaise, là, avec les fronts qui tapent, permettent des contacts qui peuvent susciter d'autres risques de contagion pour des gens qui venaient à être contaminés. Vous voyez qu'au-delà des mains, il y a les fronts, il y a des joues qui se touchent. C'est des aspects quand même que les autorités devaient essayer de circonscrire, parce que ça doit tenir compte de nos habitudes conviviales. Et ce sont des habitudes qui peuvent nous exposer. Au-delà des mains, est-ce que les joues peuvent exposer? Est-ce que les fronts peuvent exposer? Est-ce que les longues embrassades, est-ce que les contacts dans les ascenseurs, est-ce que les contacts dans les transports en commun sont des contacts à risque? On ne doit pas seulement se contenter de ces aspects-là. Les autorités doivent nous donner un guide pratique nous permettant de nous mettre à l'abri. Ailleurs, je vois des masques. Est-ce que ce n'est pas la période? Est-ce que ce n'est pas encore une alerte pour qu'on ait des masques? Est-ce qu'on doit déjà commercialiser ces masques? Est-ce que c'est opportun? Tout ça, je crois que ça doit être questionné pour savoir si
les Camerounais peuvent déjà s'en procurer pour ne pas réagir quand il sera tard. Est-ce qu'on ne peut pas, au-delà de tout, questionner le dispositif sécuritaire mis en place par le gouvernement pour qu'on en soit arrivé à ça? Il y a quand même un passage à l'aéroport. Comment est-ce que ce malade a pu traverser le dispositif sécuritaire et que, arrivé au pays depuis le 24, et que ce soit quelques jours plus tard qu'on se soit aperçu qu'il y avait un cas de maladie? Est-ce qu'on ne peut pas parler de la porosité du système sécuritaire mis en place par le gouvernement? Je crois que Boubali peut être dans la boule du cristal, parce que depuis là, je ne vois que cet aspect. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, avec la porosité vraiment au niveau de nos frontières, vraiment, c'est regrettable. Tout ce qui est mauvais passe et entre au Cameroun facilement, alors qu'il y a tous les contrôles. Et on ne sait pas comment on fait pour que tout cela arrive. Donc je crois que nos autorités de maintien de l'ordre de la sécurité doivent vraiment prendre ce problème au sérieux, parce que cela va de la vie des Camerounais, au-delà des Camerounais du monde entier. Parce que ce fléau aujourd'hui, et nous pouvons vraiment dire que c'est une catastrophe, parce que lorsqu'on voit la vitesse avec les décédés, avec la maladie qui part facilement d'une personne à une autre par simple contact, salutation ou autre, comme vient de le dire le professeur, je crois que nous devons faire quelque chose. Nous devons nous interroger par rapport à la sécurité, par rapport à la migration des populations. Lorsqu'on évoque ce cas qui a assisté à un deuil ou à un funérail à Bangassina, cela veut dire qu'il a été en contact avec plusieurs Camerounais, plusieurs personnes. Et le traçage dont on parle là, on va tracer comment par rapport à tous ceux qui ont assisté à ce funérail, ça pose déjà problème. Je crois que nos autorités au niveau des frontières, pourquoi ne même pas faire comme vient de le dire le professeur, arrêter un peu au niveau des frontières pour que les gens n'entrent pas, pour que nous essayons un peu de circonscrire la maladie et voir effectivement ce que nous pouvons faire. Vous savez, Israël, par exemple, pour ne pas vous couper, interdit tout vol en provenance des pays contaminés par le coronavirus. Oui, je crois que même au Cameroun, ça doit être aussi le cas, parce que actuellement, avec la situation de pauvreté qui sévit dans notre pays, si ça arrive, on ne sait pas ce que ça va, ça sera vraiment catastrophique, parce que les contacts, les Camerounais n'ont pas de moyens, ils voyagent ensemble dans les bus, allez dans l'agence où ce matin vous allez trouver des masses de populations qui sont là-bas, ils veulent voyager ensemble dans les funérailles, dans des marchés. Allons au marché central ou à Mokolo aujourd'hui, vous allez voir comment les personnes sont en train de cheminer ensemble. Je crois qu'à l'école même, au niveau de nos écoles, ça constitue vraiment un problème, et que nous ne devons plus jouer par rapport à cette maladie. Parce que quand je vois dans les réseaux sociaux comment les gens pensent, jouent avec cette maladie, je crois que les Camerounais doivent vraiment prendre conscience et respecter les consignes qu'on vient d'édiquer le gouvernement pour qu'ensemble nous puissions vraiment barrer cette maladie. Abdoulaye Ado, le Cameroun est le 6e pays africain qui est atteint par ce coronavirus. Coïncidence également, c'est le même Cameroun qui doit abriter une compétition dans 27 jours, le CHAN, pour être tout à fait précis. Est-ce que le CHAN serait-il menacé au Cameroun avec la venue de ce coronavirus? Bon, je crois que hier, quand même, sûrement, la CAF a essayé de se réunir. Et pour l'instant, parce qu'il y a également les Champions League, un certain nombre de compétitions de la CAF qui se sont jouées ce week-end, même un peu avant, depuis vendredi. Ils ont pris une position pour l'instant que c'est un peu sous contrôle. Mais l'évolution permettra à la CAF, en collaboration avec la FIFA et les autres instances, de prendre une décision véritable. Donc pour l'instant, le CHAN du Cameroun n'est pas encore menacé. Donc en attendant
des développements ultérieurs. Mais la CAF, la FIFA, les autres pays ont commencé déjà à interdire. Il y a des pays où il n'y a plus de matchs de football. Il n'y a plus un certain nombre de choses qui regroupent beaucoup de personnes. Un pays comme la France, déjà, désormais, il y a des endroits où vous ne pouvez plus vous retrouver avec des milliers de personnes. Donc, est-ce qu'on va, si peut-être on maintient la compétition, ce qui est notre souhait, parce que le Cameroun est avancé dans la préparation, et même la CAF elle-même n'a plus une autre solution facilement. On n'est qu'à 27 jours. Donc, est-ce que ça sera le huis clos des matchs? C'est que nous ne souhaitons pas. Les Camerounais aiment le foot. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'il faudra suivre véritablement en augmentant la vigilance et les garanties également que l'État du Cameroun présentera dans la prise en charge avec efficacité des premiers cas signalés. Parce que c'est ça qui pourra également convaincre la CAF, convaincre la FIFA et d'autres autorités sportives qu'on est à la hauteur de ce qui s'est passé. Donc, il faut se dire que vraiment, c'est mal tombé. On a un très grand voisin, le Nigeria, qui a également ce cas-là. Il y a le passage, la porosité des frontières terrestres entre le Cameroun, le Nigeria, la RCA. Vraiment, je dis que sans toutefois pousser les gens à la panique, il faut qu'on soit sérieux, rigoureux, respectueux des observations et des indications, et il faudrait beaucoup de sensibilisation. Je crois même qu'il faudrait que le gouvernement de la République prenne des plages publicitaires dans vos médias pour véritablement sensibiliser jusqu'au dernier Camerounais. Parce que c'est une action globale. Il faudrait que tout le monde mette la main à la pâte, les médias publics, les médias privés, et faire vraiment des spots de publicité pour permettre vraiment de diffuser les mesures à prendre. Alors, professeur Aboya Manassé, est-ce que la cote d'alerte n'est pas encore à son comble? Est-ce que les propos du ministre de la Santé sont rassurants? Parce qu'il dit que le cas détecté, les 2 cas détectés, ne sont pas des cas graves. Autrement dit, il va falloir attendre 14 jours, qui est le temps d'incubation, pour savoir s'il y a encore d'autres cas possibles, susceptibles de rendre la situation alarmante. Est-ce que jusqu'ici, vous avez le sentiment que la situation est sous contrôle? Oui, la situation est sous contrôle parce qu'au Cameroun, quand même, comparativement à d'autres pays, il n'y a pas un foyer d'infection comme on l'a vu en Italie ou en Chine, où les villes entières sont complètement touchées, où on a dû même évacuer des villes. Donc il n'y a pas un foyer qui existe au Cameroun qui peut constituer un endroit où la propagation se fait en direction de d'autres parties du Cameroun. Donc les 2 cas restent rassurants parce qu'il s'agit d'un expatrié qui n'est entré que le 24 février et sa compagne qui était avec lui, qui a pu être également contaminée. Bon, maintenant, si le traçage permet d'identifier les développements de cette maladie dans les 14 jours qui suivent, ça pourrait être donc sujet à prendre très au sérieux parce que la diffusion peut se faire automatiquement à partir de ces cas-là qui pourraient être signalés. Donc pour l'instant, je pense que la situation ne mérite que de déployer des mesures de communication pour la prévention à observer à travers les différentes mesures préconisées par les autorités. Et bien entendu, sensibiliser aussi les jeunes sur l'existence de cette maladie, de sa dangerosité, surtout les jeunes qui idéalisent les mariages par Internet avec les expatriés originaires des pays infectés et touchés. Et je pense qu'il faut quand même essayer d'encadrer toute
toute cette manie des jeunes Camerounaises à aller dans les débits de boissons avec leurs expatriés, ça crée des contacts incontrôlables. Il ne s'agit pas de faire un racisme sexuel, mais il s'agit tout juste de circonscrire les foyers qui peuvent être des sources potentielles de dissémination de la maladie au Cameroun. Et je pense que pour l'instant, les pays où cette maladie a atteint une cote d'alerte, vraiment nous devons faire tout pour arrêter les contacts avec ces pays-là. Et les jeunes doivent être informés pour quand même se mettre d'abord à distance, le temps qu'on voit comment la maladie va se développer, notamment avec leurs maris blancs qui sont là-bas, qui doivent arriver ici. Si ça peut attendre, ça peut être bénéfique, monsieur Bouba. Je plaide quand même pour la survie de nos sœurs, hein, sans que ça puisse compromettre leurs liens conjugaux, qui sont quand même des liens importants, qui sont des liens souvent d'un apport social et économique conséquent. En tout cas, on n'a rien contre les rapports de nos sœurs du tout. On est juste en train de prendre des mesures pour éviter que cette maladie prenne une autre propension. Est-ce que, je termine par vous, est-ce que vous avez le sentiment que actuellement, telle que la prise en charge est faite au niveau de nos centres hospitaliers, est-ce que nous avons le plateau technique nécessaire? Est-ce que le personnel médical est suffisamment formé pour faire face à ce genre de maladie? Je crois que le plateau technique n'est pas au niveau pour parer vraiment à cette maladie. Vous savez que depuis l'autre jour, on me parle d'une salle à l'hôpital général et à l'hôpital central. Mais s'il survient aujourd'hui un cas, par exemple en Kambé, comment est-ce qu'on va faire? À Maroua, à Bertois. Cela veut dire qu'il y a problème. Et cette maladie, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous devons beaucoup plus communiquer. Nous devons même créer une journée de communication avec la jeunesse pour qu'on puisse échanger, parce que c'est une catastrophe. Vous imaginez que votre enfant rentre de l'école et le lendemain on signale qu'on a détecté un cas dans leur école. On va fermer l'école. Et le traçage maintenant va aller même dans les familles. Donc il y a la panique partout. Je crois que nous devons suivre les conseils du gouvernement. Également, nous devons être très prudents et fermer nos frontières par rapport aux pays qui sont déjà beaucoup plus attaqués pour ne pas aller vers le pire. Merci, cher monsieur. On prend maintenant la seconde thématique consacrée à l'élection des super-maires. Pagaille pour certains, mascarade pour d'autres, ont meublé l'élection des super-maires. D'aucuns estiment qu'on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Que s'est-il réellement passé dans l'élection des super-maires? On sait que du côté de Maroua, dans la région de l'extrême nord, l'élection a duré pratiquement 4 jours avant de trouver celui qui devra qui devra être le président, le maire, le super-maire de la ville de Maroua. 48 heures du côté de Douala, à Yaoundé, malgré quelques difficultés finalement. Ça a pris le temps que ça a pris. Le super-maire est passé. En Gaoundéré également, il y avait eu des grincements dedans de ce côté-là. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses dans l'élection des super-maires, Abdoulaye Ado? Non, c'est un très grand enjeu. Vous savez que les super-maires sont ce qu'on appelait les délégués du gouvernement, qui étaient nommés par décret du président de la République. Là où il y a les super-maires, pratiquement c'est eux qui trônent sur les communes d'arrondissement. On se rappelle même qu'il y a eu des cas où, les années 90, du côté des DEA, l'opposition, je crois que c'était le MLDC, qui avait gagné la mairie des DEA, mais le RDPC, à travers sa stratégie, on a proposé au président de la République de créer les délégués du gouvernement auprès
de la communauté urbaine d'Edea, et celui qui a été battu aux élections a été nommé délégué du gouvernement. Donc il a repris le pouvoir par décret. Ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé de le constater, le Cameroun s'est toujours inventé des choses sorcières. Il s'agit pratiquement d'une nomination par voie d'élection. Pourquoi je dis que c'est une nomination? Vous avez vu qu'il y a eu des velléités au sein du RDPC où les gens ont voulu postuler. Mais le parti a décidé par un encadrement de dire que c'est tel que le parti a investi. Et là où les gens ont voulu être un peu têtus, sûrement, on leur a dit un certain nombre de choses et on a vu des gens désister. Maintenant, dans les résultats, si on prend le cas de Yaoundé, quand on voyait le taux de bulletins nuls donc, ou d'abstention, et que vous voyez par exemple ceux qui ont voté contre, vous sentez que s'il y avait eu la latitude de désigner vraiment les gens par élection normale, peut-être que celui-là ne passerait pas. Même s'il faut dire que quand on voit le CV, c'est un très très bon CV et que c'est peut-être sur ça que le parti a misé. Quand on prend le cas de Douala, vous avez vu que finalement, des maires d'arrondissement ont voulu postuler. C'est au lendemain que, au niveau du parti, comment le parti a réussi, dont le RDPC, à ne serait-ce que maintenir son investiture, les autres ayant désisté. C'est M. Ekindi, qui est d'un autre parti politique, qui a compétit contre celui du RDPC. Vous voyez également que les scores ne sont pas vraiment fameux. Quand on voit le nombre d'abstentions, le nombre de votes contre le maire de ville, on sent qu'il y a problème. Maintenant, le cas le plus flagrant, c'est celui de Marois. À Marois, le RDPC a 55 conseillers. Le FSNC, 35. L'ANDP, 10. L'UNDP, 4. Le MDR, 1. Donc, il y avait 55 pour le RDPC, 50 pour l'opposition. Et vous comprenez donc pourquoi cela a duré 4 jours. Parce que même au sein du RDPC, c'est lui qu'on voulait investir. Le RDPC a eu 2 listes, pratiquement. Donc le mandataire n'a pas pu vraiment réconcilier les gens du RDPC. C'est lui qu'on avait investi, un ancien ministre de l'urbanisme. Finalement, ce n'est pas passé. C'est lui qui est passé. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Quand on voyait le résultat, 7 bulletins nuls, 50 voix pour le maire de ville, 48 voix pour son concurrent, investi par le FSNC. Vous sentez qu'il y a eu des micmacs. Et que malheureusement, ça n'a pas été totalement transparent. On a même refusé de vous dire que ces 50 pour et 48 contre là, ce n'est pas la première élection. Il y a eu une élection où le RDPC était en difficulté et les autorités ont invalidé. Donc, c'est dire que ce qui s'est passé là, c'est une nomination par voie d'élection qui s'est passée. Et on constate que, comme on est le jour de la femme, des 14 super mairies des villes, il n'y a aucune femme. Le RDPC n'a pas investi et imposé de femmes. Et si on ajoute à ça les hautes personnalités de la République, le président qui est un homme, président du Sénat un homme, président de l'Assemblée un homme, PM un homme, président du Conseil économique et social un homme, vous prenez le Conseil constitutionnel un homme, la CONAC un homme, la Cour suprême un homme. Je crois qu'au moment d'évaluer les avancées par rapport aux femmes, on ne peut pas dire que les femmes sont gâtées, même au sein du RDPC. Alors, professeur Boya Manassé, la parité genre est vraisemblablement un problème dans le RDPC si on s'en tient au tableau sombre dressé
par Abdoulaye Ado. Au RDPC, on n'aime pas faire confiance aux femmes? Moi, je pense qu'à l'observation, il y a un faux problème qui est posé. C'est un problème posé de manière passionnelle, mais qui est circonscrit politiquement au sein des partis politiques. Vous avez vu que dans le SDF, par exemple, il y a toute une commission des investitures. C'est-à-dire qu'il y a toute une commission qui s'occupe des investitures, qui incarne justement le bras fort du parti. C'est-à-dire qui a la souveraineté sur l'investiture de ses candidats. Ce n'est pas parce que dans certains partis, il n'y a pas manifestement ce type d'instruction, d'institution, qu'on peut dire que la démocratie est bridée. À la base, c'est un problème purement scientifique qui est né des régimes parlementaires et qui prend corps, par exemple, dans notre Constitution à travers l'article 3. Les partis et formations politiques concourent à l'expression des suffrages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout parti politique candidat aux élections, il y a le parti, le programme et le candidat. Il n'y a pas de candidat qui soit déconnecté de cette trilogie-là, c'est-à-dire qu'il y a un parti politique, il y a un programme, et puis il y a le candidat que le parti choisit. Ça veut dire qu'avant d'aller se battre pour être super maire, si vous n'aviez pas eu l'investiture, qu'on appelle la sélection du parti, vous ne pouviez même pas être conseiller municipal. Et de deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette configuration, l'élu est moins élu grâce à ses ressources personnelles que grâce à l'investiture du parti qui est un appareil qu'il a fait connaître. Et c'est pour ça que vous avez vu que des gens sont partis du SDF pour d'autres partis n'ont pas prospéré. Parce qu'ils croyaient que c'est leur valeur intrinsèque qui faisait d'eux le chouchou des foules. Or, quand vous n'avez pas la couverture, l'investiture d'un parti structuré, organisé, qui a un programme politique, vous ne pouvez pas. Parce que l'électeur, au-delà de la personne que vous voyez être élue, l'électeur choisit un programme politique qui est structuré à travers le parti politique, qui propose des choses concrètes, conformes à ses préoccupations au niveau de la base. Et c'est pour ça que vous avez vu dans le RDPC que beaucoup de gens se sont éclipsés derrière la personnalité du président de la République. Parce que dans ce genre de parti, plus le leader du parti est prestigieux, plus il couvre tous les autres candidats aux élections. Et donc, le problème qui se pose, c'est le problème de distinguo à faire entre le parti, le programme et l'élu qui est choisi parce que le parti veut. Parce que le parti peut refuser. Et vous savez que dans les partis politiques, il y a donc deux sortes de rétributions pour les élus disciplinés ou indisciplinés. La sanction la plus immédiate, c'est qu'il y a des partis politiques qui décident de ne plus vous investir et qui vous coupent tout. Et c'est pour cela que vous voyez les partis, certains hommes politiques quitter ces partis pour aller dans d'autres où ils ne sont même pas capables de traverser la première étape dans une élection. Donc je pense que c'est un problème d'organisation des partis qui fait en sorte qu'aucun parti ne peut résister, ne peut survivre sans investiture, parce que au-delà donc de cette élection, il y a d'autres batailles pour la décision à l'intérieur des instances qui se posent. Si vous n'êtes pas discipliné en acceptant l'investiture ou non du parti, vous n'allez pas être discipliné dans l'exercice du droit de vote au sein, comme à l'Assemblée, dans les groupes parlementaires, parce que l'élection se fait par groupe parlementaire, parce qu'on doit faire, comme je l'ai dit pour les régimes parlementaires, un distinguo entre le gouvernement et l'opposition. Et donc, dès qu'un gouvernement a eu la majorité au Parlement, il sait que tous ces projets de loi vont passer au niveau de l'Assemblée. Donc, la course, c'est là. La plupart des gens entrent en politique sans passer par les cadres de discipline interne des partis, qui sont généralement les congrès, qui sont les écoles de formation, qui sont les séminaires qu'organisent les partis politiques, pour inculquer
un comportement conséquent à observer en cas de nécessité. Malheureusement, beaucoup de militants dans quasiment tous les partis politiques ne sont pas passés par là et pensent que ce sont leurs ressources personnelles qui leur font drainer les attentions des électeurs. Or, ce n'est pas du tout ça, parce que dès que cette discipline-là est sanctionnée, il n'arrive même pas à atterrir, parce qu'aucun parti ne peut accepter recruter en son sein un militant indiscipliné. Et vous l'avez vu avec le MRC, avec un candidat à Douala, ça devient compliqué de se mouvoir dans un cadre structuré. Vous avez vu, il a fait des émissions pour essayer de se défendre, et c'est compliqué. C'est parce qu'il ne sait pas se mouvoir dans la discipline du parti. Monsieur le secrétaire général, entend parler le professeur Aboya Manassé, le RDPC fait un peu comme le SDF, parce que visiblement, il faut passer par les investitures, il faut imposer les candidats. Est-ce que ce n'est pas antidémocratique, cette façon de faire? Oui, je crois que le RDPC a mal copié le SDF. Parce que au sein de notre formation politique, la loi électorale, en matière d'investiture, dans la composition des dossiers, il y a une attestation d'investiture que le candidat doit mettre dans son dossier pour prouver qu'il a investi. Une fois investi, cela veut dire que le candidat a la confiance de son parti. C'est à ce moment que la commission des investitures au sein de notre formation politique intervient. Parce que c'est une pièce qu'il faut mettre dans le dossier. C'est à ce moment que le parti se réunit, essaie un peu de voir si on n'a pas lésé un groupe ou un autre, pour voir s'il y a des équilibres entre les hommes et les femmes. Et c'est en ce moment que le parti, au niveau des investitures, siège pour donner l'investiture au candidat. Mais ce que le RDPC copie mal, c'est qu'ils font la double investiture. Vous êtes investi pour être candidat, pour être conseiller. Vous cherchez encore une autre investiture pour être maire ou pour être adjoint. C'est là où ça ne marche pas. Parce qu'en ce moment, vous avez déjà confiance à vos candidats. Parce qu'ils ont prouvé qu'ils peuvent. Monsieur le RG, c'est super maire. Hein? C'est super maire. Même là, vous avez élections. Il y a eu la même chose au niveau des élections des maires, des communes. Nous avons vu, en Bouddha et ailleurs, ce qui s'est passé avec les investitures au sein de votre formation politique. Or, au sein de notre formation politique, lorsque nous gagnons une commune, nous organisons quelque chose que nous appelons les pré-primaires à la veille. À la veille, nous, on réunit tous les conseillers. S'il y a 2 ou 3 candidats, on essaie, s'ils ne peuvent pas s'entendre, on passe un vote pour que demain, devant l'administration, que ce soit déjà ce que nous avons adopté à la veille. Pourquoi le RDPC? C'est une forme d'investiture. Hein? Pourquoi? C'est une forme d'investiture, mais c'est une élection qui s'est tenue. Et qu'on a au sein du parti, et qu'on a laissé la veille, les candidats s'exprimer. Oui, mais si c'était le cas, je crois qu'à Douala, on aurait laissé les Lenga Malapa et les autres, à la veille, postuler, se présenter. Celui qui est élu, le lendemain, on présenterait ses candidats. Ce qui n'est pas le cas. Et lorsque nous parlons d'élection, vous n'êtes pas sans ignorer que hier, les délégués du gouvernement sont nommés par décret présidentiel. Mais aujourd'hui, ils sont nommés par l'investiture. Donc on est revenu à la même chose. L'investiture du parti. Donc, ce que hier, le chef de l'État prenait comme décret, on le prend la même chose aujourd'hui dans l'investiture. Donc on retombe sur la même procédure. Et ça pose problème de démocratie dans d'autres pays. Professeur, oui, je peux vous répondre. Je peux vous répondre là immédiatement si vous faites. Il va vous relancer, il finit et puis vous allez répondre. Non, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Je crois qu'en tant que démocrate, vous, au sein de votre formation politique, vous devez laisser que la démocratie soit vraiment implémentée dans votre formation politique. Je crois que c'est le message que vous devez passer, que de copier mal le SDF. Voilà, vous pouvez maintenant répondre. Moi, vous avez mal copié le SDF. Non, moi je pense que monsieur le SG transpose mal
la situation qu'on a vécue ici et là. En réalité, dans le cadre des délégués du gouvernement, les nommés n'étaient pas des élus. Dans le cadre des super-maires, ceux qui bénéficient de l'investiture sont des élus. Ils sont déjà des élus, ils sont déjà des conseillers municipaux. Donc, c'est l'investiture qui leur donne la confiance pour exercer la fonction de super-maire. La double investiture. Oui, mais qu'elle soit double ou pas. Parce que l'élection, il ne faut jamais l'oublier, vous confère la légitimité. L'élection ne vous confère pas la technicité. Et ça s'est vu dans nos assemblées où, depuis 1960, on avait à l'Assemblée des cadres de catégorie C et D, voire des chefs traditionnels qui ne savaient ni lire ni écrire. Et ça s'est répercuté dans la qualité de la production législative d'origine parlementaire, parce qu'un texte de loi proposé par le gouvernement avec ses technocrates ne peut pas être valablement discuté par les gens qui n'ont pas un bagage technique adéquat, compte tenu de la complexité des questions actuelles. Et c'est pour cela que je pense que la préoccupation du RDPC, c'est de ne pas laisser un certain nombre de communautés de grande importance aux gens qui n'ont pas l'outillage conséquent pour faire face à la difficulté des questions actuelles. Et c'est pour cela que le parti tient à investir des gens qui vont agréger le concours des autres maires, mais en leur donnant la possibilité, eux, d'exprimer un potentiel technique permettant d'encadrer les questions que le nouveau Code général des collectivités territoriales a mis en perspective pour que le SDF là, pour que la NDP là, ne puisse plus faire le bilan de manière négative, mais comprennent qu'il y a quand même un saut qualitatif qui a été fait d'ici 5 ans, et de manière à ce que la campagne électorale dans 5 ans soit une campagne discutée, compte tenu d'un bilan à travers des gens qui se seraient penchés de manière technique, de manière compétente sur... Juste une petite précision. Une précision. Juste une petite. Sauf que, même si sur le fond, je suis d'accord par rapport à cette précaution, puisque c'est le label du parti qui sera questionné et interrogé sur le bilan. Mais on aurait dû faire en back-office cette sélection-là, ou cette présélection. Parce que quand ça se fait lors de la session solennelle, super-maire, lors de la session solennelle, c'est un problème. On aura l'impression que des gens qui voulaient étaient muselés. Or, si la veille... Est-ce que ce n'était pas mieux de connaître dès le départ même, dès le lancement au niveau des conseillers municipaux, de savoir qui va être élu finalement super-maire? Parce que ce serait mieux que dès le départ, avant même qu'on ne lance les élections des maires d'arrondissement, qu'on sache que tel conseiller municipal deviendra plus tard super-maire. C'était mieux maire. Dans le parti. Sauf que M. Bouba, si on le fait, et que si c'est un homme impopulaire que le parti a investi. Ah, c'est pour ça qu'on joue à ce jeu. Le parti risque de même pas arriver pour être... Oui. Donc, on préfère laisser comme ça. Maintenant que le parti est élu, pour désigner maintenant l'exécutif ou les exécutifs, à ce moment-là, le parti investit. Mais je dis que pour éviter les remous, que ce soit par rapport aux militants du RDPC, ou même à la population, parce que ça a intéressé la population, même ceux qui ne sont pas du RDPC. Et les gens s'accrochent donc sur ces imperfections-là pour dire que voici, on est reparti du décret nommant les délégués du gouvernement à une nomination par voie d'élection de façade. Parce que c'est ce qui est reproché. Même si les profils choisis, quand on essaye de les scruter, c'est quand même des bons profils. Oui, mais Michel Abdoulado, vous savez bien qu'aucun électeur ne se prononce en dehors d'un parti politique. Parce que personne ne vous dira, je me prononce pour tel candidat. Les gars vous disent, je vote RDPC, je vote SDF, je vote ANDP, UNDP. Et donc, pourquoi est-ce que c'est quand on investit que les gens mettent le voile du parti de côté pour laisser prévaloir une élection anarchique? Et puis de deux,
le SG a parlé tout à l'heure de ne pas faire la double investiture. C'était justement pour éviter que les conseillers municipaux aillent dans la débandade, aillent donner leur voix même aux non-militants du parti. C'est pour cela qu'il faut camper sur le resserrement de la discipline. Parce que si vous ouvrez, comme c'était à Maroua, vous avez vu que le FSL s'est retrouvé avec 67 48 voix. Ça veut dire qu'ils ont bénéficié même de l'élection des gens, des mécontents du RDPC. Donc il faut éviter, il faut que ça soit ferme et qu'on vote même par groupe. Voilà. Qu'on voit la brebis galeuse qui a trahi. Ok, on termine rapidement, monsieur le secrétaire général. On n'a plus de temps. Oui, très rapidement. Par rapport à cette histoire il faut encadrer les électeurs par parti. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'élection sénatoriale, que le SGF avait moins de conseillers dans le Nord-Ouest, mais que nous avons gagné. Les 7 sièges dans le Nord-Ouest, cela veut dire que il y a certains des vôtres qui ont voté le SDF. Je ne sais pas. Pour le SDF. Je n'étais pas au courant de ça. Mais ce sont des faits. Ce sont des faits. Je n'étais pas au courant de ça. Deuxièmement, je crois qu'il n'y a pas aussi eu élection. Parce que tout ça, vous avez déjà partagé en haut. Comment ça? Oui, professeur. Regardons l'élection du super-maire de Douala a eu lieu quand? Le 4. Mais la veille, on avait déjà le nom. Il y avait déjà l'arrêté du ministre. Quand on voit l'arrêté du ministre, c'est signé le 3. Avant l'élection. Avant l'élection. Cela veut dire que... Je n'étais pas au courant de cet arrêté. Cela veut dire que vous... Tout était déjà arrangé. Comme vous avez déjà, avant d'aller aux élections, vous savez déjà que vous devez frauder pour prendre la commune de Mbouda, frauder pour prendre tel siège ou tel autre. Merci, cher monsieur. Malheureusement, le temps qui nous a interterme, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est allé très vite, professeur Boya. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette invitation et bien entendu, merci de cette convivialité autour de ce plateau, autour des sujets que nous avons eu à aborder. Merci Abdoulaye Ado. C'est moi qui vous remercie et par ma voix également la NDP de nous avoir associés à la réflexion. Monsieur le secrétaire général, merci d'être venu. Je vous remercie et je crois que je pars avec ma soif parce que prochainement il faudrait qu'on revienne. Parce que j'aimerais discuter avec le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Ce n'est que partie remise. Je crois que très prochainement, il faudra qu'on se retrouve parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on s'explique devant le peuple camerounais. D'accord, on va organiser cela, rassurez-vous. Dès que ce sera possible, vous serez conviés à une autre discussion. Madame, Monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. La rediffusion, c'est à 23h. La première aujourd'hui et la seconde, ce sera demain quand il sera 23h30. C'était Canal Presse d'ici à la gare le Sourire. Bonne fête à toutes les femmes qui célèbrent la Journée internationale de la femme sur l'ensemble du territoire national. Bien le bonjour.